And I don't know if you can try putting it full screen, maybe at the bottom. Yes, perfect. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, le docteur Rachel va nous faire une présentation sur les infections plus rares auxquelles il faut peut-être penser. You can start. Merci beaucoup. Thank you, Aisha. Euh, Alors, ben, on va parler en français, hein, heureusement, parce que l'anglais, pour moi, des fois, je suis un peu rouillé. Donc, c'est les infections plus rares qui vont se présenter euh, lors de situations euh, de fièvre, par exemple, d'état septique euh, ou de, euh, ou de situations un peu plus inhabituelles. L'important, c'est que il faut avoir un haut index de suspicion, les traiter plus tôt parce que si on les traite plus tôt, on améliore beaucoup, beaucoup le pronostic. Alors ici, j'ai mis, c'est une diapositive de fièvre de retour du voyage. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de fièvres tropicales. Euh, et en bleu, j'ai mis la fièvre Q, la leptospirose, la myélioïdose et les rickettsioses, hein. Donc, en fait, ce sont euh, les fièvres pour lesquelles, en tout cas pour trois de ces étiologies-là, la doxycycline est très utile et ce n'est pas un antibiotique qu'on a tendance à utiliser euh, quand quelqu'un arrive avec de la fièvre ou qu'il est en état septique. Donc, c'est juste pour vous sensibiliser que c'est toujours une possibilité. Puis des fois, il y a des petits indices qui vont nous permettre d'y penser. Et à ce moment-là, on rajoute un antibiotique à l'antibiothérapie en cours, euh, qui est en général bien tolérée. Euh, et puis, on va cheminer pendant la présentation pour voir un peu comment ça se vit et ça se passe. Alors, une qui est très fréquente et importante et à laquelle on doit vraiment penser régulièrement parce que il y a un spectre de l'infection qui est une infection très légère, mais parfois c'est très mauvais. On peut avoir le syndrome de Weil, on peut avoir l'hémorragie pulmonaire et la mortalité est élevée, euh, est très très élevée si on n'a pas les soins intensifs et elle est élevée si on a les soins intensifs dans ces formes plus sévères. Donc, c'est une spirochète, c'est le leptospira, donc un leptospire. Vous avez une image sur l'écran. Il y en a beaucoup, mais il y en a plus en zone tropicale. Et le réservoir, c'est des rongeurs, des marsupiaux, euh, des chauves-souris, du bétail et même les animaux domestiques qui hébergent les bactéries dans leurs tubules proximaux du rein et les éliminent par les urines dans l'environnement. Il y a plusieurs sérogroupes, mais c'est ictérohémorragiae qui est le plus sévère. Euh, Voyons, ça marche pas, ça. Voilà. La transmission se fait par contact direct avec de l'urine des rongeurs, par exemple, qui contaminent l'eau. Et nous, on fait un contact avec l'eau ou le sol, comme lors d'une baignade en eau contaminée. Euh, c'est souvent décrit après des difficultés du temps, donc des inondations, en particulier par exemple au Brésil. Toujours après des inondations, il y a une montée des cas. Donc, il faut y penser en particulier quand il y a beaucoup de cas, beaucoup, une inondation par exemple. Et c'est dans l'eau douce, hein, c'est pas dans la mer, c'est dans l'eau douce. Donc les gens qui se baignent, qui font du lavage dans l'eau
douces qui travaillent aussi dans des marécages un peu, ou par exemple quand ils travaillent avec le riz, hein, le riz, on travaille souvent dans l'eau boueuse. C'est vraiment des environnements qui sont susceptibles d'être contaminés et où on attrape l'infection. Donc, euh, un petit indice, c'est que il y a le contexte environnemental, donc inondation, ou le travail que la personne effectue, ou les activités qu'elle effectue, vont nous diriger pour ce diagnostic-là. Comme vous savez, on peut avoir 80% des diagnostics avec un bon questionnaire et un bon examen physique, donc utilisez-les à outrance. Alors, les manifestations cliniques, c'est une incubation qui est en général d'une semaine à deux, mais ça peut aller de 2 à 26 jours. Et puis, comme on avait dit tout à l'heure, c'est affection asymptomatique ou des petits syndromes fébriles bénins, mais qui peuvent aller à la forme fulminante. Puis il y a deux phases à la maladie. Il y a la phase qu'on dit septicémique, ça veut dire que l'organisme circule dans le sang au début de la maladie. Et puis il y a la phase qu'on dit immunitaire, mais là on va regarder la phase septicémique. Donc fièvre, myalgie avec une rhabdomyolyse variable et céphalée accompagnée de nausées et de vomissements, et l'injection conjonctivale est fréquente. Alors, l'injection conjonctivale, ça c'est vraiment un indice. Ce n'est pas une conjonctivite purulente, donc il n'y a pas de pus, c'est juste que les yeux sont rouges, on a des myalgies, on fait de la fièvre. Ça ressemble un petit peu à un épisode viral, ça peut ressembler à la malaria, mais ces yeux rouges qui sont présents quand même dans 50 à 70% des cas, est un bon indice. Nous, quand on a ces yeux rouges-là, jusqu'à preuve du contraire, c'est une leptospirose et on la traite. Euh, Puis après, cette phase qui ressemble à n'importe quoi, il y a la phase immunitaire. Donc, entre les deux phases, il peut y avoir une baisse transitoire des manifestations cliniques et l'ictère apparaît dans environ 40% des cas. Et ce qui est une autre une chose qui pointe vers l'infection à leptospirose, c'est un ictère à prédominance directe, donc cholestatique. C'est que ce qui arrive, c'est que le spirochète, qui a des petits mouvements hélicoïdaux, quand il est dans le capillaire hépatique, pénètre l'endothélium et passe de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est le canicule biliaire où il cause de l'inflammation et une cholestase. Donc, on va avoir une bilirubine élevée, surtout une bilirubine directe, et les enzymes hépatiques vont être légèrement élevées. Donc, il va y avoir une discordance entre le niveau d'élévation de la bilirubine et le niveau d'élévation des enzymes hépatiques. Alors, et il y a deux formes sévères, donc c'est pour ça que c'est mieux de les traiter avant d'en arriver là. C'est la maladie de Weil qui comprend un ictère, une insuffisance rénale euh, qui est non oligurique et qui est hypokaliémique. Donc ça, c'est une particularité de l'insuffisance rénale de la leptospirose, qui est non oligurique, donc les personnes urinent beaucoup, puis ils sont en hypokaliémie, alors que d'habitude, l'insuffisance rénale, on n'urine pas tellement, et on a une augmentation du potassium. Et il y a des manifestations hémorragiques avec une insuffisance hépatique euh, qui est presque toujours associée à l'insuffisance rénale. Donc, c'est plus une atteinte par voie immunitaire et il peut y avoir des manifestations pulmonaires sévères. Et donc, la manifestation pulmonaire sévère, c'est le syndrome d'hémorragie pulmonaire. Donc, il peut survenir aussi dans la phase septicémique, puis c'est une des choses qui rend vraiment la maladie très grave parce que même dans un contexte de soins intensifs, c'est les patients
qui peuvent décéder. Donc, on a une mortalité significative quand on arrive à cet état-là. Et vous avez des images ici qui montrent la progression de l'infiltrat avec... euh, et ça, c'est de l'hémorragie dans les poumons. Et puis, vous voyez ici, le patient est intubé et avec le tube endotrachéal. Et puis c'est du sang. Il va cracher du sang, il va y avoir du sang dans le tube, dans les aspirations du tube si vous l'intubez. Donc, il faut pas en arriver là. Et normalement, c'est des patients qui doivent immédiatement être transférés en milieu où est-ce qu'ils ont les facilités pour des soins intensifs et intuber le patient. Puis, il y a une méningite aseptique qui n'est pas trop grave, une thrombocytopénie, une uvéite qui peut être sévère avec perte de vision et parfois une atteinte cardiaque avec une myocardite et des arythmies diverses. Alors, pour le diagnostic, et c'est ça, c'est là où le bas blesse, c'est que on n'a pas de diagnostic rapide. Euh, les tests rapides existent et le PCR dans certains centres, mais même nous ici à Montréal, on ne l'a pas. C'est ce qui fait qu'on se base sur une sérologie. Et la sérologie, nous, ça peut nous prendre 2 semaines, 3 semaines avant d'avoir le résultat. Donc, on ne peut pas attendre le résultat. Il faut qu'on prenne une décision. Donc, comme on avait dit, la bilirubine qui est élevée, l'élévation des ALT est modeste, 4 à 5 fois la normale. On peut avoir les anomalies pulmonaires, donc c'est des opacités nodulaires qui vont coalescer, et puis si ça va au syndrome d'hémorragie pulmonaire, ben, ça va être une grande partie des 2 plages pulmonaires. Quand il y a une méningite aseptique, donc c'est une pléocytose. Il n'y a pas beaucoup de cellules, donc c'est 500. Et puis au début, c'est des neutrophils, puis après, c'est des lymphocytes. Et l'analyse d'urine montre quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des reins, donc protéines, sang, cylindres et globules blancs. Donc, c'est un diagnostic différentiel qui est large parce que, surtout dans la phase initiale, euh, donc on peut avoir l'hépatite, le syndrome pulmonaire hantant, qui est un virus, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait en Haïti. La fièvre jaune, c'est toujours possible en Haïti qu'il y ait un cas importé. Je ne sais pas s'il y a une circulation dans la forêt avec les singes, mais par exemple au Brésil, en Amérique du Sud, il y en a beaucoup. D'autres fièvres hémorragiques, le SARS, la malaria, dans ses formes sévères. Et ça peut être aussi une malaria dans ses formes moins sévères, par exemple dans la phase initiale où est-ce qu'on a surtout le syndrome de fièvre et douleurs musculaires qui sont souvent la présentation d'une malaria. Alors, le message, donc, comme la sérologie peut prendre du temps, traiter empiriquement le patient en cas de suspicion clinique. Donc, les formes légères, on donne la doxy, l'azithro et l'amoxyl sont de bonnes alternatives et le premier choix chez l'enfant de moins de 8 ans. Mais maintenant, de plus en plus, si on ne pense pas de dépasser 3 semaines de traitement avec la doxy, on peut la donner aux enfants. Il n'y a pas de danger pour leurs dents. Et dans les formes sévères, on peut donner la ceftriaxone ou l'ampicilline intraveineux. Euh, il y a la réaction de Jarix-Herxheimer. Elle est moins fréquente avec la ceftriaxone. Et vous connaissez, c'est une réaction qui arrive en général quand on traite toutes les maladies qui ont des spirochètes, donc la syphilis euh, et la, la leptospirose dans ce cas. Donc, elle survient quelques heures après le, le traitement avec hypotension, euh, perte de la tension artérielle, vasodilatation. euh,
Et il faut donc coucher le patient, lever les jambes, lui donner des liquides et parfois des cristalloïdes et parfois aussi des agents pour monter la pression. Donc, voilà, c'était un peu la description. 2 heures après l'injection, fièvre et frisson, vasodilatation avec érythème, une hypotension aiguë. Euh, et puis, pour la cas d'insuffisance rénale, évidemment, on va donner euh, des liquides s'il y a si c'est une insuffisance pré-rénale, mais si c'est une vraie insuffisance rénale, on va devoir faire l'hémodialyse. Alors, pour Haïti, est-ce qu'il y a de la leptospirose? Oui, il y en a. Nous, on en voit beaucoup, beaucoup ici qui viennent d'autres endroits, donc de Cancun, de la République dominicaine. Et, euh, et puis, j'ai essayé de voir un peu s'il y avait des données sur la leptospirose pour Haïti. Et donc, il y a une vieille étude de 1965 où est-ce ils ont fait une étude de séroprévalence. Donc, ils ont comparé Port-au-Prince avec une zone côtière près de Saint-Marc et Grande Saline. Euh, et puis, il y a une prévalence qui était de à peu près 3% sur 786 personnes qui ont été testées et pas de grosse différence entre la zone B donc, et, puis, et la zone A qui est Port-au-Prince et sa banlieue, tandis que la zone B, c'est une zone côtière qui est au nord de Port-au-Prince. Euh, Ils ont aussi regardé les sérums positifs des gens qui sont hospitalisés avec un syndrome infectieux et ictérigène, et il y avait quand même 30% qui étaient positifs. Donc, fièvre avec ictère, il faut vraiment penser à la leptospirose. Euh, il faudrait surtout les traiter avant qu'ils arrivent à la phase ictérique. Mais quand ils sont à la phase ictérique, il faut y aller avec le traitement, même s'il n'est pas aussi efficace que dans la phase septicémique. Alors, ils ont identifié aussi avec certains antigènes. Donc, vous voyez, il y avait quand même, parmi les positifs, 20% qui étaient ictéro-hémorragiques et 46% qui co-agglutinaient. Alors, la deuxième maladie que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la mélioïdose. Donc, ça, c'est une autre maladie qui est à forte mortalité. Et on ne sait pas trop ce qui se passe avec cette maladie en Haïti et dans beaucoup d'autres pays, hein. Euh, donc, classiquement, c'était un pays qui était où est-ce qu'on trouvait beaucoup au nord de l'Australie et de la Thaïlande. Mais de plus en plus, on se rend compte que elle existe un peu partout dans le monde, mais sauf qu'on ne la reconnaît pas. Et on se fait attraper souvent, parce qu'on ne sait pas que ça peut être la cause du problème qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc, par exemple, même aux États-Unis, il y a des cas autochtones qui ont été décrits. Euh, le, le, le- donc, elle est causée par, ça c'est les noms un peu barbares des bactéries, c'est Burkholderia pseudomalaïi, qui est un gram négatif, intracellulaire, facultatif, qu'on retrouve dans l'eau et le sol. Hein, mais c'est surtout le sol humide qui est en cause et dans les eaux de surface. Donc encore là, c'est les eaux douces. C'est, ça, c'est une carte de distribution qui montre la distribution.
qui est surtout concentré en Asie, mais comme vous voyez, il y a des patchs ici et là dans les pays où est-ce on l'a étudié pour voir si euh, c'est quelque chose qui est prévalent. Euh, en Haïti, euh, il y a eu un cas rapporté en Dominique républicaine, donc chez le voisin, et en Haïti, euh, comme on va le voir tout à l'heure, il y a eu deux études. Une étude où ils ont identifié l'organisme dans le sol, qui est ancienne, et puis une étude beaucoup plus récente, où est-ce qu'on a fait des sérologies, et on voit quand même que euh, beaucoup de personnes sont séropositifs. C'est pas une preuve directe de l'existence, parce qu'il peut y avoir aussi une espèce similaire à à B. Pseudomallei, qui fait que les gens ont des anticorps, mais euh, elle dit quand même qu'il faut être très très vigilant et que probablement il y a cet organisme qui circule en Haïti aussi, puisqu'on l'a retrouvé quand même dans le sol et que on a parfois des tableaux, comme on va le voir, qui peuvent être compatibles. Euh, donc, 14 cas au Mexique, 16 cas dans le Salvador, et puis vous voyez toutes les petites îles, il peut y en avoir quand même des cas, donc la probabilité qu'il y en ait en Haïti est quand même assez importante. Mm. Il y a des études qui ont fait des études de probabilité et puis ils estiment que il peut y avoir jusqu'à 24 cas euh, par an de la maladie. Donc, mais c'est des estimations. Donc, alors ça, c'est l'étude dans le sol a été faite en 1982. Elle a été mentionnée dans cet article-là. Et donc, plus récemment, donc, en 2018, on a fait une étude et on voit une séroprévalence de 11,5%. Donc, c'est une prévalence quand même significative, donc, qui a été fait par un bon test, un test ELISA, qui a été validé et donc qui indique que la maladie est probablement, je dis bien, présente, et qu'il faut être très, très vigilant et commencer à y penser sérieusement. Alors, c'est quoi les manifestations de cette maladie? Donc, la maladie elle peut être asymptomatique, être légère ou alors être fulminante. Et donc, on a ici donc le tableau. Donc, un peu comme la leptospirose, elle est en lien avec l'eau et le sol. Donc, les personnes qui travaillent la terre sont à risque. Et quand il y a une tempête avec beaucoup de vent, ça va aérosoliser le, l'organisme dans l'air et on peut l'acquérir par inhalation. Donc, il y a la pénétration cutanée, il y a l'inhalation et puis on peut l'ingérer euh, aussi. Donc, ce sont les trois mécanismes de transmission. Et vous voyez les associations qui sont décrites. Euh, Parfois, on a juste une forme cutanée bénigne, mais ce n'est pas souvent. Souvent, c'est associé à, à des ulcères, mais avec de la fièvre, une atteinte systémique. On a l'atteinte pulmonaire qui est très fréquente, comme on va le voir. Vous avez donc une image ici euh, avec une importante lésion euh, au niveau du sommet gauche, puis des infiltrats au niveau droit. Et donc, vous avez le scan qui montre vraiment une atteinte sévère. En regardant ces images-là, je me suis dit, tiens, j'ai déjà vu ça, moi, au Bénin, parce que je travaille régulièrement au Bénin. Je me dis qu'il faudrait qu'on commence à l'évoquer aussi au Bénin euh, et faire un traitement empirique hein, quand
quand on n'a pas d'autres moyens, qu'on ne peut pas prouver avec des cultures et qu'on a des images de pneumonie aussi sévères, je pense que il faut, et peut-être un contexte épidémiologique, donc on devrait traiter peut-être empiriquement plus souvent. Euh, L'autre indice, c'est que ça survient souvent quand la terre est mouillée, donc en saison de pluie. Donc, il va y en avoir beaucoup plus en saison de pluie. Il n'y en a pas dans les régions désertiques. Il y en a vraiment dans les zones où est-ce que la terre est humide. Euh, et ici, on a une éruption euh, assez sévère, donc purpurique, avec quelqu'un qui est très malade. Dans cette image ici, on a des abcès au niveau de la rate. Ça, c'est du pus qui vient d'un abcès prostatique. Et on a l'image du scan d'un énorme abcès au niveau de la prostate. Euh, donc, la transmission, comme on avait dit, elle se fait par voie transcutanée. Donc, ce sont des gens qui vont dans l'eau ou qui travaillent la terre. C'est c'est une bactérie qui est vraiment associée davantage à la terre qu'à l'eau, mais il y en a quand même dans l'eau et ou par inhalation. Donc, en Australie et Singapour, on pense que on est en train d'avoir un shift de la transmission transcutanée vers celle de l'inhalation à cause des tempêtes qui sont plus fréquentes et à cause de nos fameuses modifications climatiques. Donc, les changements climatiques associés au réchauffement et plein de tempêtes va un peu influencer sur ce pathogène qui est quand même assez grave. L'autre chose, c'est que souvent, mais pas toujours, il y a un facteur de risque. Par exemple, le diabète est un des plus grands facteurs connus. De 23 à 60% des cas, l'excès d'alcool, donc les personnes qui boivent beaucoup, euh, une atteinte rénale, donc une maladie rénale chronique, une maladie chronique au niveau des reins et la thalassémie. Donc, ça varie un peu dans les pourcentages entre la Thaïlande et l'Australie, qui sont les deux grands foyers de la mélioïdose. Et tous ces facteurs euh, interfèrent avec la fonction du neutrophile. C'est comme ça qu'on explique pourquoi le diabétique est si à risque, ou celui qui a une thalassémie. La thalassémie, c'est l'excès de fer dans le sang et dans la moelle qui interfère avec la fonction des neutrophiles, du chémotactisme, etc. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on donne comme traitement dans certains pays euh, du, du, euh, un médicament qui mobilise les neutrophiles, qui les augmente pour essayer de euh, sortir de l'infection. Alors, donc, vous voyez ici la variété d'atteintes. Donc, on a les atteintes avec choc septique et les atteintes sans choc septique. Donc, la majorité n'ont pas de choc septique. Et par exemple, il y a 80% sans choc, 21% sans choc. Euh, et dans ceux qui ont un choc, donc le choc est souvent septique est associé à la pneumonie, donc dans 50% des cas. Euh, pas de foyer associé à la septicémie dans, dans 8 cas, non, 13 cas. Mais bon, les mortalités, quand on a une septicémie avec une pneumonie, est très élevée, donc 49%. L'atteinte génito-urinaire n'est pas rare. On a vu l'abcès prostatique, il y a les infections urinaires, il y a les pyélonéphrites,
et les abcès du rein sont au niveau de 10. Et puis, il y a un petit peu d'ostomyélite et d'abcès des tissus mous. Donc, vous voyez des atteintes qui sont associées avec un choc septique. Et sans choc septique, on a les mêmes atteintes, euh, plus ou moins, mais la mortalité est beaucoup moins élevée en absence de choc. Comme vous voyez ici, les chiffres sont beaucoup plus bas, tandis que quand on a le choc, évidemment, septique, c'est les infections qui sont extrêmement sévères, avec une très forte mortalité. On dit que la mortalité, sans accès à des soins intensifs et des ressources pour faire toutes sortes de choses, euh, peut atteindre 40-50%. Et quand on a accès à ces ressources, elle est quand même de 10%. Donc il y a quand même une importante mortalité associée à cette infection-là. C'est un peu comme la leptospirose. Donc, si on la reconnaît à temps et qu'on traite rapidement, on peut sauver notre patient. Évidemment, ici, ce sont les chiffres avec bactérémie, sans bactérémie. Et euh, encore une fois, donc, on voit la différence de mortalité qui est plus élevée avec le choc septique, qu'on isole la bactérie ou non. Pneumonie, c'est la présentation la plus fréquente de cette maladie-là. Donc 50% des cas, elle peut être euh, subaiguë légère, faible mortalité, ou elle peut être fulminante avec septicémie, avec une mortalité importante. Donc vous voyez l'état des poumons, le patient est intubé, mais elle peut être moins sévère. Vous avez d'autres exemples ici. Euh, et là, euh, quelque chose qui pourrait peut-être ressembler à la tuberculose. D'ailleurs, ça peut faire partie du diagnostic différentiel de la tuberculose parce que de temps en temps, ce n'est pas le plus souvent, elle peut prendre l'allure d'une pneumonie subaiguë qui traîne, où la personne fait de la fièvre, crache, un peu comme une tuberculose. Et donc, vous avez ici une lésion au niveau de sommet avec un abcès et un niveau hydroaérique. Euh, et l'infection, donc les formes septicémiques sont souvent associées à des abcès dans plusieurs organes. Donc, quand on a une forme euh, septicémique, il faut aller les chercher au niveau de l'abdomen, surtout. Donc, le foie, la rate, la prostate, où est-ce qu'on peut avoir des abcès. Et dans le foie, parfois, les abcès sont multiples et souvent, on décrit le foie comme un fromage emmental ou gruyère, parce qu'il y a plein de trous qui correspondent à des multiples abcès. Ici, vous voyez donc l'énorme abcès de la prostate. Euh, euh, Chez l'enfant, il y a une tendance à avoir plus de parotidite, donc des abcès de la parotide. Et l'enfant, il y a de la mortalité, mais peut-être pas autant que chez l'homme, chez l'adulte. Vous voyez ici le foie avec des abcès multiples. C'est une image de mauvaise qualité. Donc, c'est pour vous montrer quand même que c'est une maladie sévère et il faut aller chercher les complications et le traiter. Ça peut donner des abcès au niveau du cerveau. Ça, c'est un patient qui a eu une image initiale et 2 mois plus tard, ça a progressé. Je ne sais pas ce qui est arrivé cliniquement s'ils l'ont un peu négligé. Et l'atteinte cutanée, donc, qui, quand même, dans 10 à 20% des cas, on peut avoir des ulcères, des abcès, euh, des, euh, des gros furoncles. Là, ici, on a un abcès.
Vous voyez la progression de l'inflammation avec les lignes que le patient avait fait autour de la rougeur. Ici, c'est une voie latérale, on voit vraiment que c'est surélevé, qu'il y a une fluctuation, et l'image échographique qui montre l'abcès sous la peau, et on voit que ça n'atteint pas les fascias ni les veines sous-jacentes. Ça, c'est l'image une fois que ça a été drainé et qu'on a donné 3 semaines, 2 semaines d'antibiotiques, 2 à 3 semaines d'antibiotiques intraveineux. Et puis, ici, c'est à 7 semaines du début de l'infection. Donc, on voit vraiment que là, l'infection est guérie. Les formes cutanées sont quand même les moins sévères, mais il faut les traiter quand même agressivement pour ne pas avoir une complication. Une autre atteinte. Euh, des fois, ça peut sembler un simple petit ulcère. Ça peut des fois, ça surinfecte. Des fois, c'est une leishmaniose cutanée qui se surinfecte avec l'organisme. Donc, on a des co-infections. Le diagnostic n'est pas toujours facile parce que ça prend des cultures. euh, et il faut avertir le laboratoire qu'on suspecte le, le Burkholderia, parce que, d'une part, c'est un organisme qui est dangereux, donc d'ailleurs, il est considéré comme un des agents possibles de guerre biologique. Le personnel est à risque, donc il faut qu'il prenne ses précautions. Donc, en général, on essaye de faire les cultures dans des milieux plus protégés, comme des laboratoires de niveau 3. Et euh, l'autre chose, c'est que parfois, ils sont identifiés comme un contaminant, donc ils jettent l'organisme si on ne leur dit pas faites attention à cette infection. Et si vous faites, par exemple, un écouvillonnage de la peau et qu'il y a du staphylocoque ou du streptocoque, euh, le laboratoire va sortir le résultat comme une infection à strepto ou à staph, et, et ne pas regarder ne pas rechercher le Burkholderia pseudomalayi. Donc, à ce moment-là, eux, quand c'est des échantillons cutanés, ils prennent un agent sélectif qui va neutraliser le staph et le strep, et laisser pousser notre bactérie, qui est gram négative. Euh, la sérologie peut être utile, mais c'est souvent la culture qui est parce que ça prend du temps, elle n'est pas disponible. Euh, Souvent, comme on avait dit, il y a souvent des cas asymptomatiques. Dans les zones endémiques, vous avez vu qu'il y avait en Haïti 11% de séropositifs. Donc, ça peut être embêtant. Ça peut être beaucoup plus que ça, par exemple en Asie ou en Australie. Donc, il ne se fie pas sur la sérologie, mais beaucoup plus sur la culture avec les précautions que je viens de dire. Le traitement, il n'est pas compliqué dans le sens qu'on n'a pas énormément d'options. C'est soit la ceftazidime, et si ça ne marche pas, ou une carbapenem qu'on va donner si la ceftazidime ne marche pas, ou on peut la donner en première intention, comme le méropenem ou l'imipenem. C'est pour traiter la phase aiguë, donc quand la personne est malade avec la fièvre en état septique. Et on doit suivre avec la phase d'éradication avec 2 médicaments en général, ou 3 qu'on peut donner. Celui qui est le médicament de choix, c'est le Bactrin, le Septra, donc le triméthoprim sulfaméthoxazole. Mais on sait que malheureusement, c'est un antibiotique qui peut donner des réactions euh, sévères de toutes sortes, comme ça peut aller jusqu'au syndrome de Steven Johnson, syndrome de Lyell, avec euh,
des, il peut y avoir aussi des résistances, donc on pourra donner la doxy ou le clavulin. Donc on va donner ça pour au moins 6 semaines de durée. Donc euh, c'est un traitement plus prolongé que pour les autres bactéries, mais si on initie ces traitements tôt, on va améliorer le diagnostic. Donc, y penser, je pense que la chose la plus importante, c'est d'y penser. Quand on a un tableau de pneumonie sévère, quand on a une atteinte cutanée avec de la fièvre, euh, quand il y a un contact euh, avec la terre et surtout chez nos diabétiques, chez nos gens qui ont des maladies chroniques, euh, quand ils sont très malades, avec un des tableaux cliniques, avec ces facteurs de risque-là, il faut vraiment y penser. Et à ce moment-là, faire un traitement empirique et demander les cultures avec les précautions qu'on a demandées. Parce que ce pas des antibiotiques qu'on va utiliser en première intention, hein, en cas de sepsis ou de pneumonie, hein. On va utiliser plus la ceftriaxone, mais la ceftriaxone ne marche pas très bien. Et euh, la pénicilline ne marche pas tellement. Et les premières, deuxième générations de céphalosporine non plus. Alors, pour aujourd'hui, je vais arrêter là, mais euh, il y a deux autres maladies qu'il faut pensées qui sont présentes et qui peuvent être la cause de la fièvre et qui, là encore, il faut les traiter de façon précoce. C'est le typhus murin et la fièvre Q. Donc, le typhus murin, c'est un peu comme le typhus épidémique, euh, mais on dit que lui, euh, il est endémique, mais il n'est pas épidémique, parce que le mauvais typhus, qui est le typhus épidémique, vient par épidémie, tandis que le typhus endémique, il est tout le temps là, il est endémique, associé aux rongeurs, donc aux rats, et qui va donner un tableau moins sévère, euh, qui est, en général, on a la fièvre pendant plusieurs jours et après, il y a une éruption qui sort et c'est la piqûre des puces du rat qui va transmettre la maladie. Euh, Malheureusement, j'ai essayé de trouver s'il y avait des données euh, pour Haïti. Il n'y en a pas, mais c'est un organisme qu'on trouve partout dans le monde. Vous voyez, on en a en Asie, en Afrique et dans les Amériques. Donc, c'est, et puis il y a ici aussi dans les Caraïbes. Donc, ce serait bien qu'un jour, on fasse une bonne étude épidémiologique sur on prend par exemple tous les gens qui se présentent pour syndrome fébrile ou syndrome fébrile avec éruption et qu'on fasse une étude épidémiologique pour voir s'il y en a, puis il y en a combien, hein. Parce que lui aussi, il fait partie de mon trio classique ici à Montréal que je traite. C'est la leptospirose, comme on a vu, donc il faut la traiter précocement avec la doxycycline. Euh, la fièvre Q, que je vais juste mentionner brièvement tout à l'heure, qui est aussi nécessite un traitement empirique avec la doxycycline. Et le troisième, c'est les rickettsioses, donc en particulier le typhus murin, mais surtout quand les gens viennent d'Asie, le scrub typhus, qui peut donner des maladies extrêmement sévères, et très mortelles, et il faut les traiter précocement pour améliorer le diagnostic. Et ce sont des maladies qu'on doit traiter tôt dans l'évolution pour pouvoir avoir une efficacité clinique. Alors, en général, comment je procède, c'est que pour la malaria, le diagnostic n'est pas difficile, hein. On a des bons tests, on a des tests rapides, on peut regarder la goutte épaisse, il y a une certaine clinique qui va, et
on peut savoir s'il y a une malaria ou pas assez rapidement. La dengue, qui est l'autre diagnostic, est aussi, elle a des manifestations cliniques, l'éruption, la fièvre en dos de dromadaire ou de chameau, je ne me souviens plus qui a deux bosses. Donc, une fièvre qui dure 2, 3 jours, après ça, une apyrexie pendant un jour, puis ça reprend. Euh, on a les céphalées typiques, rétro-orbitaires, euh, éruptions et tout ça. Et on peut savoir si on a affaire à une dengue. La formule sanguine marque une pancytopénie avec une transaminite. Donc, on peut être assez confortable de dire si c'est une dengue ou pas avec le tableau clinique. Et une fois qu'on a éliminé ces deux causes-là et que la personne continue de faire de la fièvre, moi, j'ai tendance à faire un traitement empirique avec la doxycycline à cause de mes trois coupables, donc le typhus ou le scrap typhus ou le typhus murin, deux, la leptospirose, trois, la fièvre Q. Donc la fièvre Q, je vais juste la mentionner aujourd'hui, mais je ne veux pas aller en profondeur. Euh, Elle est quand même très fréquente, elle est de distribution mondiale. C'est le contact avec des animaux, donc euh, parfois à distance du foyer où est-ce qu'il y en a beaucoup. Par exemple, en France, le Mistral, le vent qui souffle dans certaines directions peut faire que la personne est infectée, mais que l'organisme qui a été aérosolisé vient 10 kilomètres plus loin. Donc, il n'y a pas toujours une histoire de contact évidente, mais clairement, quand les gens sont en contact avec des chèvres ou d'autres animaux, des animaux qui viennent d'accoucher, même des chats, hein. Donc, on a eu une épidémie de fièvre Q au Canada, dans une de nos provinces atlantiques, avec une chatte qui a mis bas. Donc, il y a ce contact-là. Moi, un des cas que j'ai eu, c'est un monsieur qui est allé visiter une ferme de chèvres en France. Et puis, après ça, il est allé au Brésil. Et après ça, il est rentré et il a fait la fièvre. Alors, tout le monde pensait que la fièvre venait du Brésil, mais en fait, elle venait de la France et il avait fait une bonne fièvre Q. Et dans ses premiers jours, euh, parce qu'elle peut se compliquer d'ostomiélite, elle peut se compliquer surtout d'endocardite, qui rend la maladie très grave. Dans les premiers jours, c'est quelque chose de non spécifique, température, maux de tête, malaise, éruption rare, une petite pneumonie et des fois une toute petite hépatite, hein. Donc, vous avez ici la pneumonie qui est plus typique, qui est nodulaire, floconneuse, qui est patchy, donc à différents endroits du poumon. Mais si j'ai l'occasion de vous reparler, j'irai plus en détail pour la fièvre Q et le typhus murin. Donc, le typhus murin, la fièvre Q, et la leptospirose, il faut les traiter tôt pour que votre traitement soit efficace et prévienne les complications. Euh, J'essaierai si j'ai l'occasion, de vous parler une autre fois du typhus murin et de la fièvre Q. Voilà, donc on a quelques minutes pour les questions. La parole est à vous. Alors, voilà. Merci, docteur, pour cette présentation et ce rappel très intéressant. Des fois, ces données nous paraissent lointaines. Moi-même, de mon expérience, à part la leptospirose, j'ai vu peut-être un à deux cas de fièvre Q.
Mais les autres, des fois, on n'en pense pas beaucoup. C'est peut-être, ce serait fait partie des maladies tropicales négligées, mais surtout avec la globalisation, les gens qui voyagent beaucoup, on a beaucoup d'expats, des gens qui traversent beaucoup de pays, donc on peut toujours avoir ces rangs de maladies. Si vous n'avez pas la suspicion, vous n'allez peut-être rater le diagnostic. Et nous autres ici, des fois, on va surtout retrouver des patients avec un tableau de septicémie en état de choc avec des bactérémies qu'on pourrait penser que c'est la bactérie qui est la maladie principale, mais c'est surtout, il y a d'autres pathologies, d'autres infections qui pourraient déclencher ce tableau de septicémie. Mais l'index de suspicion, si vous n'avez pas l'expérience, serait très, très difficile des fois, même avec euh, euh, ce qui peut-être pourrait aider, c'est parce que ici, quand les gens présentent avec un tableau de choc, on a le support hémodynamique, on a les salles de soins intensifs, et on a les vasopresseurs et de temps à autre, on va surtout utiliser des antibiotiques à large spectre qui très probablement pourraient traiter ces pathologies sous-jacentes. C'est peut-être le seul moyen de façon indirecte. On va, même lorsqu'on a raté le diagnostic, mais le traitement qu'on a entamé pourrait peut-être aider. Mais c'est très important de penser à ce diagnostic. Ouais. Ah non, merci. Euh, c'est JN, hein? C'est Jean-Noël ou non, Baptiste, le nom? Vous voyez en tout cas, docteur Baptiste, c'est très juste et Non, merci. c'est Renard, docteur Renard, désolé. Docteur Hénard? Renard. Renard, docteur Renard. Ok, vous êtes donc vous pratiquez en Haïti? Donc, je pratique en Haïti, je vis maintenant aux États-Unis. Je Ok, pratique aux États-Unis. ah d'accord, c'est parfait. Alors vous allez pouvoir faire le plaidoyer. En fait, c'est très important d'avoir une meilleure idée épidémiologique de qu'est-ce qui se passe. Mhm. Euh, on manque de données et pour la myéloïdose, qui est une maladie très, très importante, avec une grande probabilité de son existence, il faudrait de façon assez urgente de documenter sa présence et les mettre dans les algorithmes de traitement. Et malheureusement, c'est que quand on y pense, c'est que c'est déjà avancé. Donc, ça fait plusieurs jours de ci, plusieurs jours de ça, et puis finalement, ah, c'est peut-être. Mais là, c'est pratiquement trop tard, hein. Donc, Mhm. ça vaut vraiment la peine que les cliniciens soient sensibilisés avec des petits indices cliniques, hein. Donc, un facteur de risque comme le diabète, par exemple. Moi, je crois que s'il y a un diabétique qui fait un tableau de pneumonie sévère, il devrait tout de suite avoir ou la ceftazidime ou le méropenem, euh, parce que on va perdre le patient si on ne le traite pas tôt. Euh, donc, des études qui vont nous permettre de savoir si ça existe. La même chose pour mais ça, je vais en parler éventuellement une autre fois pour le typhus murin. C'est aussi l'utilisation de la doxycycline, hein, dans la phase aiguë des maladies. Donc, on a quelques maladies qu'on ne peut pas prouver, qu'on ne peut pas avoir de diagnostic rapide, et que si on les laisse évoluer, ça peut donner des complications mortelles. Et le, la leptospirose, vous la connaissez, il y en a. Et j'avais lu un article que dans un certain endroit, on faisait les transferts en hélicoptère, hein, donc pour les sortir d'un endroit et les envoyer dans des soins intensifs. C'est une publication quand même assez récente. Donc, euh, il y a, comme vous dites, une certaine
connaissance de la leptospirose et de son existence. Donc, vraiment, penser aux petits indices épidémiologiques, les indices de laboratoire, pour se dire, ah, c'est probablement, possiblement une leptospirose, mais je donne la doxycycline de façon empirique et vous allez contribuer à sauver le patient. Vous voyez les formes sévères parfois de la leptospirose, donc la forme avec l'insuffisance hépatique et rénale ou l'hémorragie pulmonaire. Je pense avoir vu peut-être 2 ou 3 cas quand je pratiquais en Haïti de leptospirose, euh, pas sévère, mais c'était avec un tableau d'insuffisance rénale aiguë. Uh-huh. Et, à l'époque, c'était on avait un index de suspicion qui était très élevé parce que c'était surtout en milieu rural, dans les saisons pluvieuses, les gens qui nettoient les rues sans chaussures, ils étaient en contact avec beaucoup de rongeurs, de rats, et ils présentent surtout avec un tableau fulminant. Ah, Et c'est surtout avec ce qu'on appelle l'urine de Coca-Cola, ouais. et qui, des fois, on peut voir des formes sévères de malaria s'il y a une hémolyse sévère, mais on traite très rapidement. Et quand c'est toujours l'élément marqueur avec la conjonctivite et également les urines en Coca-Cola. Ouais. Donc, même sans avoir tout le support diagnostique, on commence un traitement empirique très rapidement. Ouais, ouais, exact. Ouais. Le laboratoire, bon, on peut éliminer la malaria assez rapidement. Et Mhm. puis, une petite formule sanguine, des fois, nous aide beaucoup hein, pour euh, penser à la leptospirose, hein, parce qu'il y a, euh, c'est sûr que les transaminases et la bilirubine, et la directe et l'indirecte, c'est plus compliqué. Parce qu'avec la leptospirose, on a une cholestase. Hein. C'est une image cholestatique, donc la bilirubine directe est augmentée. C'est une des rares infections qui donne une cholestase fébrile. Euh, donc, les autres, c'est les causes de cholangite ascendante qui est associée avec euh, le, la fasciolase ou la clonorchiase, mais ça, vous n'avez pas tellement la clonorchiase, mais la fasciolase, vous avez, je pense, en Haïti. Donc, c'est important. Mais comme je le dis à mes étudiants, et je suis un peu découragé parce que c'est comme si je prêche dans le désert, euh, on peut, avec un bon questionnaire et un bon examen physique, avoir 80% de nos diagnostics. Et je le prêche tout le temps. Mais la tendance, c'est de plus en plus de faire plein de tests et, C'est et sûr. de pas très bien examiner son patient. Mhm. Il n'y a plus, il y a plus aucun de mes étudiants qui sait regarder un fond d'œil. Euh, et puis, donc, On c'est on c'est va vraiment... consulter l'ophtalmologue. Ouais, on consulte l'ophtalmologue, sauf que l'ophtalmologue, ça prend 2 semaines avant de l'avoir. Ouais. Mhm. Alors que, par exemple, pour une malaria cérébrale, on regarde le fond d'œil, on voit les signes typiques d'une malaria cérébrale, qui est le blanchiment des vaisseaux, les hémorragies, le blanchiment rétinien, et Mhm. qui est très spécifique pour la malaria. Donc, on peut se dire, ah, ce patient est en coma à cause de la malaria, Mhm. et ça va, je suis tranquille, je traite la malaria. Éventuellement, je donne une couverture aussi pour une bactérie, et puis je fais l'APL quand le patient se réveille, parce que les gens ont toujours peur de l'engagement. Euh, mais ça nous aide beaucoup. On cherche tous les éléments cliniques ou avec l'échographie au chevet du patient, là, le POCUS, pour améliorer notre performance clinique. Mhm. Je pense aussi que c'est peut-être un effet néfaste des moyens que nous avons à notre disposition ici, mais quand nous étions en Haïti, on n'avait que l'histoire et nos examens physiques comme élément principal pour nous aider jusqu'à 85% à avoir une suspicion encore établie, un diagnostic. Les éléments paracliniques vont venir après.
Mais lorsque nous avons ces éléments, des fois, les résultats ne vont pas venir très rapidement. Et j'ai pu moi-même, à mon expérience en Haïti, quand je pratiquais ici aux États-Unis et j'ai été en Afrique, et ces outils, ces éléments, l'histoire, l'examen physique, et avoir l'expérience. Également, ceci va vous aider, mais ici, comme vous le dites, les étudiants maintenant, ils ne maîtrisent pas les éléments de base en matière de prendre une histoire appropriée et également de faire des examens appropriés. Et avant même de voir le patient, ils ont déjà 2 ou 3, 4 tests disponibles qui, des fois, peuvent leur diriger sur une route complètement en dehors de ce que peut présenter le patient parce que maintenant, ils sont déjà biaisés avec les résultats qu'ils ont, même avant d'examiner ou encore d'interroger le patient. Okay. Donc, c'est très difficile si on ne prend pas un recul et d'avoir un contexte épidémiologique qui est très important. Et on va très souvent rater le diagnostic et des fois, si après avoir épuisé tous les moyens que 2 ou 3 semaines, si le patient est toujours en vie, qu'on pourrait peut-être penser à ces genres de diagnostics qu'on ne rencontre pas très souvent ici. Même pour les maladies tropicales qui sont les plus courantes, par ces genres de pathologies négligées, des fois qu'on ne rencontre pas, peut-être on pourrait rencontrer un ou deux cas dans votre expérience médicale, même les autres qui sont très courants, les médecins ici ratent encore, n'arrivent pas à faire le diagnostic très souvent. Et c'est surtout ne pas penser à faire un examen physique, encore prendre une histoire qui est appropriée. Ouais. Bon, vous allez faire changer les façons de faire autour de vous. Je suis très, très, très content. OK, donc il est déjà malheureusement l'heure qu'on se sépare. Euh, Merci à tous. oui. Merci beaucoup.